Plus de 6 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit ne semble pas prêt de se terminer et s'enlise. Combats et frappes russes meurtrières se poursuivent au quotidien. Et aujourd'hui, ce 24 août coïncide en plus avec la fête de l'indépendance de l'Ukraine, déclarée en 1991 avec des craintes d'attaque sur Kiev. Pour en parler, on reçoit Gallagher Fenwick, journaliste, reporter et auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang aux éditions du Rocher. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Marie. Bonjour Gallagher Fenwick et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Double symbole donc effectivement aujourd'hui, les 6 mois de l'invasion russe, l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne, un couvre-feu qui a été décrété à Kharkiv, rassemblement interdit pour le coup du côté de Kiev. Plus que jamais, la moindre étincelle peut dégénérer aujourd'hui. Oui, c'est précisément ce que craignent les autorités ukrainiennes à Kiev. Ça fait plusieurs jours que le président Volodymyr Zelensky communique à ce sujet. Il a notamment déclaré, je le cite, qu'il craint une action cruelle de la part de la Russie. On connaît le goût de Vladimir Poutine pour les symboles. Et donc, il y a cette menace qui plane au-dessus de ces millions d'habitants, celle de frappe peut-être sur des infrastructures civiles, puisque c'est une vaste majorité des cibles touchées par l'armée russe, ou pourquoi pas militaire ou politique, symbolique. En tous les cas, c'est effectivement une journée de célébration d'un côté, mais aussi de toutes les craintes pour cette population ukrainienne. Vous avez parlé de ces couvre-feux, il y en a un également à Kiev où la tension est particulièrement vive aujourd'hui. Effectivement, avec, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, les propos de Volodymyr Zelensky, effectivement, grande inquiétude aujourd'hui, en tout cas 6 mois de guerre déjà entre la Russie et l'Ukraine sur le terrain. Les lignes semblent s'être véritablement figées, Marilyn le disait tout à l'heure, on est vraiment sur un conflit qui est en train de s'enliser, qui est parti pour durer encore longtemps, Gallagher Fenwick. Oui, très vraisemblablement. Alors c'est difficile de prévoir pour des raisons évidentes la manière dont un conflit va se dérouler et espérons-le se terminer. Mais on est clairement sur le terrain à ce stade dans un schéma qui ressemble à de l'attrition. C'est-à-dire que c'est une guerre de position. Ça n'est plus une guerre de mouvement parce que d'un côté, la Russie a perdu énormément d'hommes. Les Américains parlent de 80 000 soldats morts ou blessés, possiblement hors de combat. C'est quasiment la moitié de toute la force qui avait été engagée dans cette opération. Du côté ukrainien, on a certes une aide occidentale qui a permis d'accroître la qualité des frappes menées par les forces ukrainiennes dans la profondeur. Vous savez qu'on parle de ces armes américaines, les HIMARS, qui permettent aux Ukrainiens de frapper jusqu'à 80 km avec beaucoup de précision. Ouais. Ça leur a permis de remporter de petites victoires, mais pas suffisamment non plus pour s'inscrire dans une contre-offensive au sens classique du terme, avec des forces aériennes et des forces terrestres qui fonctionneraient ensemble conjointement pour reprendre le territoire conquis par la Russie. Il faut rappeler, le président ukrainien l'avait dit au début de l'été, que la Russie contrôle 20% du territoire ukrainien. Donc elle n'a pas beaucoup avancé, mais elle est encore présente sur 20%. Elle est encore très présente. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. En tout cas, Emmanuel Macron, de ce côté, a pris la parole hier. Il a exhorté à nouveau la communauté internationale à n'avoir aucune faiblesse face à la Russie. Pourquoi dit-il cela? Est-ce que ça veut dire qu'on en déduire qu'il y a un risque potentiellement que la communauté internationale finisse un moment par lâcher l'Ukraine? Oui, écoutez, je pense que, si vous voulez, Emmanuel Macron, dans une certaine mesure, est face à l'échec de l'option diplomatique, peut-être louable, qu'il avait prise au début de ce conflit. Rappelez-vous qu'il faisait partie des rares dirigeants occidentaux à continuer d'entretenir la flamme, entre guillemets, d'un canal de communication ouvert avec Vladimir Poutine, essayant sans doute par le dialogue d'obtenir des concessions ou un peu de raison de la part de son interlocuteur. Ça n'a pas du tout fonctionné, donc il y a eu une suspension de ce dialogue. Ils se sont reparlé, rappelez-vous, tout récemment, notamment autour de cette centrale nucléaire de Zaporijia, autour de ce cas. Mais il y a vraiment maintenant chez Emmanuel Macron toute une sémantique, un discours qui est très différent, qui est sans doute un discours de vérité et réaliste. On est dans une situation qui est très très dure. Et rappelez-vous ce que le président français disait à Bormes-les-Mimosas, la liberté, ça a un coût. Des mots très très forts. Devoir le payer. Comment est-ce qu'on traduit, qu'on interprète cette émotion la plus révélateur, cette citation? Est-ce que c'est un coût purement économique? Est-ce qu'il y a d'autres coûts que l'on va devoir payer? Les Ukrainiens, eux en l'occurrence, c'est avec leur sang qu'ils le payent ce prix. Ça reste à définir, mais clairement,
dirigeants européens nous préparent pour un automne et un hiver qui vont être très très rudes et je pense dans beaucoup de sens du terme. Revenons sur la question aussi du soutien de la communauté internationale à l'Ukraine, si vous le voulez bien, Gallagher Fenwick. Il y a eu un certain nombre de polémiques ces derniers temps concernant Volodymyr Zelensky. Il y a eu ce rapport d'Amnesty International qui condamnait certaines pratiques militaires de ses forces armées. Il y a eu la séance photo en couple pour Vogue. Est-ce que ici l'opinion internationale peut basculer à un moment donné en défaveur du dirigeant ukrainien? Est-ce que c'est un risque possible dans les prochaines semaines? Alors, il y a deux choses qui sont très importantes, Benjamin. D'abord, on ne soutient pas Volodymyr Zelensky. On s'en fiche de Volodymyr Zelensky. Et quelque part, c'est ironique pour moi de dire cela puisque j'ai quand même rédigé une biographie sur Volodymyr Zelensky. Oui. Il faut bien comprendre que c'est ce qu'il incarne qu'on soutient. C'est pas une personne, ce sont des valeurs qui, en l'occurrence, sont portées et défendues par une grande partie d'un peuple aujourd'hui, le peuple ukrainien. Mais votre question est intéressante. Mais à travers ces polémiques, il y a des valeurs aussi peut-être sous-jacentes. Oui, non, il faut déconnecter, si vous voulez, les polémiques des valeurs. Les valeurs, c'est la liberté, la démocratie, l'état de droit, le droit international, la souveraineté. Bref, on pourrait continuer longtemps, tant celles qui sont, et en tous les cas que nous, en tant qu'Européens, je pense, nous devons de partager, sont violées par les forces russes et leur présence, cette agression sur le territoire ukrainien. Après, est-ce que Volodymyr Zelensky est un leader parfait? Absolument pas. Est-ce qu'il a un passé trouble? Oui, à 100%. Mais est-ce que l'un des ennemis de l'Ukraine aujourd'hui, en plus de celui qui l'affronte très physiquement, militairement sur le terrain, à savoir la Russie, c'est notre lassitude par rapport à ce combat? Absolument. Les Ukrainiens en ont totalement conscience, cette peur qu'au bout d'un moment, nous nous lassions par rapport à cette situation. Vous l'avez dit, qui va bientôt rentrer dans son 7e mois. Ouais. Avec la question aussi de savoir si la population ukrainienne va tenir. La Russie joue sans doute aussi sur ce point-là. On va rentrer dans l'hiver, ça va arriver très rapidement. Est-ce que du côté de la population ukrainienne, ça va pas poser problème à un moment? Clairement, ça va être difficile. La question que vous posez est très importante, c'est celle de la soutenabilité de l'effort de guerre. Et il faut bien comprendre, on le disait souvent au début de ce conflit, mais ça reste vrai aujourd'hui, Benjamin, le moral est très différent quand vous défendez votre maison, votre famille, vos enfants, versus quand vous êtes en train d'attaquer une terre dans laquelle peut-être vous ne vous êtes jamais rendu ou dans laquelle vous ne saviez pas que vous alliez être envoyé. Rappelez-vous ces soldats russes qui arrivaient en Ukraine, qui étaient faits prisonniers et qui ne savaient même pas qu'ils étaient en Ukraine et qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, qui expliquaient qu'on leur avait dit que c'était un exercice. Donc oui, le moral a par moments été très sérieusement entamé côté ukrainien et je pense que ça n'est pas un hasard si tout récemment les échelons supérieurs ont décidé de s'en prendre au territoire de la Crimée. Cette humiliation pour la Russie, puisque je le rappelle, c'est un territoire annexé en 2014, donc beaucoup de Russes estimaient qu'il était sanctuarisé, parfaitement défendu. Donc ces explosions à répétition, elles ont fait beaucoup de mal côté russe. En revanche, du côté du moral, elles ont fait, ça c'est un fait, beaucoup de bien du côté ukrainien. Mais oui, le moral, c'est quelque chose de fragile. Ça l'est de notre côté, ici en France, mais ça l'est aussi possiblement du côté ukrainien, puisque oui, c'est une guerre usante. Vous savez que l'armée ukrainienne a communiqué récemment sur ces morts, chose qu'elle ne faisait plus depuis avril. Ouais. Elle parle de 9000 morts officiellement. Ça semble grossièrement sous-estimé. Il y en a probablement plus. Il faut multiplier ce chiffre par 3 pour obtenir le nombre de blessés. Et puis surtout, il ne faut jamais oublier les morts civiles. Rien qu'à Mariupol, on parle d'au moins 20 000 morts civiles. Donc cette guerre, quand vous additionnez les morts russes, les morts ukrainiens, c'est un véritable carnage. Gallagher Fenwick, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour décrypter un petit peu cette journée un peu spéciale forcément du côté de l'Ukraine. Journaliste, reporter, je le rappelle, votre biographie, votre livre Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, paru aux éditions du Rocher. Merci à vous et bonne journée. Merci. Bonne journée.